Très bien, je vous propose que nous commencions. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle conférence en ligne du Centre Migration et Citoyenneté de l'IFRI. Je suis Christophe Bertossi, chercheur à l'IFRI et directeur du Centre Migration et Citoyenneté. Aujourd'hui, nous proposons d'interroger l'impact que ce que l'on appelle communément le populisme, ou pour le dire de manière peut-être plus précise, on le verra, le nativisme, a sur le terrain de l'accueil et de l'intégration des étrangers. Depuis plusieurs années, on constate en effet une nouvelle parole publique dans des contextes aussi bien nord-américains qu'européens, qui se fonde sur le rejet de l'immigration au nom du droit des populations natives à refuser les migrants. On va voir ce que cela implique non seulement en matière d'accueil de ces migrants, mais plus généralement en matière de respect des droits fondamentaux des personnes reconnus par l'ordre constitutionnel des États et le droit international. Bref, ce qui est en jeu, semble-t-il, et c'est ce dont on va discuter ce soir, c'est la forme même et peut-être l'avenir de la démocratie libérale. Alors pour cette discussion, nous allons avoir avec nous deux intervenants que je vais présenter dans un court instant. Et nous allons également nous concentrer sur la parole d'acteurs de terrain grâce à 3 vidéos préparées en amont. Ces vidéos vont illustrer la problématique qu'on se propose de discuter aujourd'hui, une illustration à partir de 2 contextes nationaux et politiques très différents, mais où la tendance nativiste est aujourd'hui importante de part et d'autre de l'Atlantique, ces contextes étant d'une part la Hongrie et d'autre part les États-Unis. Dans ces vidéos, nous avons interrogé pour le cas hongrois la présidente du comité Helsinki à Budapest et pour les États-Unis le directeur du Center for Constitutional Rights basé à New York. Et vous retrouverez aussi dans la vidéo les analyses de Els de Grauw, qui est assistant professor à CUNY à New York, elle aussi. J'en viens maintenant à vous présenter nos 2 intervenants de ce soir. D'abord, la première, Fabienne Keller, qui est députée européenne depuis 2019. Bonsoir, Madame Keller. Madame Keller a été maire de Strasbourg. Bonsoir. Vous avez été maire de Strasbourg de 2001 à 2008, sénatrice du Bas-Rhin de 2004 à 2019. Vous êtes la vice-présidente d'Agir la droite constructive. Merci donc de nous avoir rejoints. Et second intervenant avec nous ce soir, Grégory Magnatis. Bonsoir Grégory, bienvenue. Ah. Grégory Magnatis est le directeur de l'initiative Migration internationale de la Fondation Open Society. Il a été conseiller spécial du haut représentant des Nations Unies pour les migrations entre 2006 et 2017, chercheur au Migration Policy Institute à Washington entre 2003 et 2017. Je préviens le public ce soir que votre français est parfait, Grégory, mais on a convenu que nous échangerions avec vous en anglais car c'est votre langue de travail. Voilà, donc sans plus attendre, je vous propose que nous regardions la première vidéo qui va durer environ 10 minutes afin de lancer notre discussion et on se retrouve immédiatement après. The impact of Trump's immigration policies have been devastating for immigrant communities, including the folks that are already in the United States and the folks that want to make their way to the United States, right? And I think it's good to take a minute to kind of keep in mind that Trump's immigration policies affect a broad range of immigrants. Of course, undocumented immigrants that have long been the targets of his anti-immigrant rhetoric and policymaking, but also refugees and asylum seekers. Also legal immigrants, so folks that maybe want to come to the United States as a legal permanent resident that have that aspire to get a green card. Also immigrants that want to come on a temporary work permit or temporary work visa, like an H-1B visa, which are visas for high-skilled workers, and more recently international students that are already in the United States. So this is just to say that foreign-born individuals who are not citizens of the United States
none of them are safe from Trump's anti-immigrant policymaking. The managed entry system, as the Hungarian border protection fence and the asylum system could be described as, is a really perverted way of dealing with the challenges of spontaneous arrivals of asylum seekers. And over time, in the years from 2015 until today, basically the Hungarian policy became to be built on barring effective access to the territory, barring effective access to the asylum procedure, instituting automatic and indefinite detention of asylum seekers in these border transit zones, and even by creating a so-called mass migration crisis, a legal framework that is short of an emergency legal order, but certainly gives way to a lot of extraordinary and non-transparent measures. This legal framework also resulted in, for example, the automatic and indefinite detention of unaccompanied minors who are over 14 years of age. The impact on the nonprofits in the United States working on immigration has been extraordinary. A lot of us, including the Center for Constitutional Rights, have moved to file lawsuits. I haven't counted, but there may be more lawsuits pending against this administration in the first 3.5 years than any other administration in U.S. history. With Trump and his anti-immigrant and mass deportation agenda, these organizations are now very much on the defensive. And a lot of energy and time is spent on fighting the impact of those policies and to stop those policies from having that negative impact. So, and a lot of organizations find themselves fighting one immigration crisis that's fabricated by Trump after another. So I think it's very exhaustive for these organizations to do this kind of work. It is, I think, emotionally and physically draining for these organizations. Some organizations do find ways to innovate, to come up with new programs along the way, and some new organizations have been created to respond to the situation that we're in now. But it's actually interesting to ask what this succession of immigration crises that are created by Trump, what they do for kind of the longevity, the long-term health and the vitality of this sector of organizations. In 2017, as this anti-NGO narrative was culminating, the government decided to propose legislation to Parliament, which was adopted because the Fidesz-led coalition has a supermajority in the Hungarian Parliament. The legislation targeted civil society organizations that receive funding from abroad. Very much, I must say, built along the Russian Foreign Agent Act. And after the election in April 2018 yielded again, a supermajority in Parliament for the Fidesz-led coalition, legislation was passed as a sort of second step in shrinking civil society space. And this legislation criminalized assisting asylum seekers. This did not deter any organization from providing assistance to their clients. But as the second leg of this Stop Shores legislation focused on organizations receiving funding for what was deemed to be pro-immigration purposes, and it levied a 25% tax on this funding, a lot of organizations had to really look into their activities.
So there's a discussion happening right now in the nonprofit world around two defense strategies. One is with respect to the administration, making sure and monitoring whether there is a discussion about creating rules that limit NGO access to their clients. This happens sometimes, for example, if you try to get into an immigration detention facility, particularly where the children were being held, impossible to get in there without a court order. It's the same thing with Guantanamo. They wouldn't let us into Guantanamo because it was a Department of Defense facility, even though we were representing clients. So that's been happening already. I do fear that there will be a crackdown on NGOs moving forward, particularly around questions of access to the people that they need access to. We will expect that they will be demonizing nonprofit organizations for working against America. That happened under the Bush administration, but it was actually more the conservative lobby that was doing that work rather than the presidential administration. But I think this is going to come from the presidential administration. And the second thing that we're working on the defensive about is the right-wing movement that has already started to threaten NGOs based upon the work that they're doing. So we've had our website attacked a number of times. We've had to put in more security mechanisms to be able to keep our staff safe from those types of attacks. We have people that are monitoring 4chan. There's a lot of discussion in these deep parts of the web that are really some of the more dangerous pieces that we're concerned with. The chilling effect is probably the intended impact of these laws. It's very important to highlight how the chilling effect has become a tool for illiberal governments around the world, but already within the European Union. And it's extremely important to understand how the chilling effect is the manifestation of these anti-human rights policies. So the chilling effect is visible when it comes to, for example, many people saying that it's difficult for them to share a social media post by the Helsinki Committee or similar organizations because they fear that this could be noticed by their employer. This is particularly worrying when it comes to public sector employees who feel that there's a risk attached to their expression of an opinion. It might not even be a political opinion. It might be sharing, a Facebook post about a personal story. But the chilling effect is really the intended impact. So it's not that the political interest is in creating martyrs out of human rights lawyers by throwing them in prison, like in Turkey, but rather by silencing the support networks around the social support for the causes and the organization. Nous revenons à nos débats. Le constat est assez fort de part et d'autre de l'Atlantique. Et je voudrais peut-être commencer par poser une question à Grégory Magnatis pour aller précisément de l'autre côté de l'Atlantique avant que nous revenions avec vous, Madame Keller, à la situation européenne. Grégory, vous êtes le directeur de ce qui s'appelle l'International Migration Initiative. As a director, could you tell us more? What are the objectives behind this program, and how these objectives of your initiative are dealing with the diagnosis that was posed in the video we've just seen, not only in the US, but also your initiative has an international
scope, so a global perspective first, and how your initiative addresses these issues. Thank you, Christophe, and thanks to everyone for joining and for having me speak today. I'll just really quickly share what we do. We are a global program at the Open Society Foundations, and we work across a series of themes on labor migration, on refugee protection, and on the role of cities and local government in integrating immigrants and refugees. We have, I think, grounded all of our strategies in the idea that we need leadership from the ground up on immigration and refugees. We need it above all from citizens. We need it from local leaders, mayors, regional leaders, governors in the United States, because the politics around immigration at the national level are simply destructive at this point. They're destructive in the United States and they're destructive in Europe. And I think it's important, as I was listening to Els and Marta and Zahar, it's really important to ask ourselves a question as we have this debate, which is, are we falling into a trap by accepting the framing that is being offered by anti-immigrant populists? Because we talk about it as being about immigrants and immigration, but it's really not. This is a tool that is being opportunistically used by authoritarians who are aiming to take over governments for their own benefit and are essentially framing our politics around racism and white supremacy in the United States, and using immigrants as the means by which to divide our populations. So I think it's important to really constantly broaden the lens. It's what we do in the program. We do not simply focus on immigrants. We focus on generating coalitions and alliances and movements across interests. So for instance, we don't focus only on immigrant workers. We focus on workers in general and how business uses immigrants to divide and conquer and to subvert the standards of work for all workers. I take the opportunity of your Sure. reframing our question and emphasizing this is not so much about migrants or migration, but migrants and migration are an opportunistic tool for people having another agenda. I take this reframing question and I transfer it to the European context. Et je voudrais demander du coup à Madame la députée ce qu'elle pense de ce qui vient d'être dit, du diagnostic qui vient d'être posé sur l'utilisation illibérale de la question migratoire, qui est un défi pour l'ensemble des acteurs de la démocratie et pas simplement un défi pour l'espace des politiques migratoires ou des politiques d'intégration des migrants. Est-ce que vous pensez que ce diagnostic s'applique aussi à l'Union européenne ou à certains de ses États membres? Votre micro, Madame la députée. On ne vous entend toujours pas, Madame la députée. Pardon. Voilà. Pardon. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à échanger avec vous. Et bon, c'est un jour un peu particulier puisque c'est le jour de la présentation du nouveau pacte sur l'asile et la migration de l'Union européenne, qui est un ensemble, un nouvel équilibre qui suscite déjà maintenant 1000 critiques, sûrement pour beaucoup d'entre elles à juste titre, mais c'est un sujet extrêmement difficile. Dans une de ces modalités, on y reviendra peut-être, puisqu'il y a une demande de solidarité, mais il y a déjà un échappatoire qui est trouvé, notamment pour ne pas offrir de prise aux populistes.
on voit que ces gouvernements populistes, quand les populistes prennent le pouvoir, eh ben, ils nous empêchent de faire de la belle politique. En Europe, c'est de faire une politique qui s'applique à tout le monde de la même manière dans ses principes. Eh ben, pour pouvoir avancer, on est obligé de faire déjà des dérogations dès la proposition. D'habitude, ça se fait dans les compromis au cœur de la nuit, hein, les dérogations. Sur l'analyse de M. Mariatis à l'instant, je dois dire qu'elle est éclairante. Hein. Et j'aurais spontanément plutôt, voilà, je la partage assez largement. Voilà, ça m'apparaît comme une bonne explication, comme un masque en fait de principe de mauvais réflexes hein, racistes. Un fond de racisme hein, qui existe dans nos sociétés et qui est en quelque sorte facile quand on s'adresse à d'autres. Hein, les migrants, c'est des gens extérieurs qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, moi-même, bon, je travaille sur ce sujet depuis 1 an maintenant. Ce n'est pas ma spécialité. J'y travaille parce que je trouve que j'aime l'Europe. Je pense que voilà, c'est la honte de l'Europe aujourd'hui, hein, la manière de traiter la migration et l'asile. Le camp de Moria en est un exemple extrêmement violent. Hein, des conditions de vie absolument inhumaines avec des familles, enfin, et puis ça finit par brûler. Enfin, c'est pas possible que l'Europe tolère ça, quoi. Donc on voit bien qu'il faut faire autre chose, mais c'est très compliqué. Et donc il faut avoir aussi un regard sur les parcours de ces personnes. Et je suis très frappée d'ailleurs dans la littérature, il y a assez peu d'éléments. Enfin, peut-être que vous me contredirez, j'en serais heureuse. Sur pourquoi ? Parce que chacun qui vient, en fonction de son pays d'origine, mais aussi de sa situation personnelle, de sa motivation, c'est un parcours, la migration, qui s'inscrit dans un parcours de vie, dans un choix, ou un non-choix, mais enfin dans un parcours très, très profondément humain. Et il s'est passé quelque chose à l'occasion de la crise du Covid, c'est que comme ces personnes demandeurs d'asile, et même sans droit, les personnes sans droit étaient bloquées, comme tout le monde, eh ben, on les a regardés autrement. On les a regardés comme des personnes qu'il faut bien accueillir parce que voilà, la sécurité de tous passe par leur sécurité sanitaire aussi. Donc, je trouve que cette analyse est importante, mais moi, j'ai la responsabilité de l'action politique, donc c'est probablement voilà, éclairant, mais ça ne me donne pas tout à fait les outils. Ça me permet de les analyser de manière peut-être plus complète. Mais voilà, j'ai quand même l'obligation d'essayer de faire dans une matière qui est profondément complexe et où on est obligé de fixer des règles. Donc, il faut trouver cette ligne de crête. Il faut être accueillant, il faut évidemment respecter la Convention de Genève, les droits de l'homme tels qu'ils sont définis dans la Convention européenne des droits de l'homme, mais il faut aussi regarder la réalité. Il faut essayer de lutter contre les passeurs, mais là aussi, c'est très, très compliqué. Voilà, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Donc, oui, en Europe, c'est probablement une explication valable aussi que celle de M. Mariatis. So I now, thank you very much. I go back to the other side of the Atlantic with Gregory because it seems that we can see a convergence over the recent decade, let's say, on both sides in Europe and in the US towards these new populist electoral games that are abusing the issues of migration for their own electoral objectives. But can you tell us when it started? I mean, has there been a big shift in the US context about this emergence of populist discourse taking immigration as a token for other objectives? Is it since the election of the Trump administration? Was it before? And for you, with this initiative on international migration, has it changed anything in the way you have defined the objectives of your initiative? You're muted. Thanks.
I said there were great questions, and I'll try to be brief. I always remind my interlocutors and my colleagues that there is not a world in which there is a pro-immigration camp and an anti-immigration camp. It's just not that way. Human beings are organized in communities. And whenever there is a newcomer to that community, there is a deep instinct to be skeptical. And so everyone, except for the rarest of people, have in them the part of who they are that could react negatively to immigrants. I also think that almost everyone has the opposite instinct as well. Our politics right now are geared to, with a president in the United States, with people like Viktor Orban, to exploit the negative instincts that exist in all humans. We've seen that throughout history. I wouldn't say that there was a start or an end. 100 years ago in the United States, there was a strong eugenics movement. There was real fear that Italians and Poles and Greeks were going to replace, just like now in France, the Great Replacement, and in Europe. The most popular book in the United States was about this 100 years ago. But if I were to answer your question with a narrower historical frame, I would say that it started on 9/11. Mm-hmm. And the shift in terms of public consciousness, the ability of populists who are anti-immigrant to exploit the fear really began on 9/11. It shifted not only public sentiment in the United States, subsequently in Europe with 2004, the London and Madrid attacks, but it also created an institutional governmental architecture that minimized the importance of immigration and maximized the importance of counterterrorism. So our entire complex here in the United States at the government level has been overtaken by the Department of Homeland Security. And counterterrorism is what grounds that department. And we don't have a strong immigration and refugee protection infrastructure, especially now under Trump. So I would say that that is the starting point of it. To answer your question, yep, go ahead. You would say that the process of securitization of the immigration policies has been the nurturing the emergence of the new populist anti-immigrant discourse, or? I think that has been the single most important factor. I think the financial crisis of 2008, 2009, which continues today, is an important factor. I think the way in which Europe handled the refugee crisis in 2015 is a third really important factor. Plus, more generally, when it comes to refugees, the fact that we're working with a system that was started 70 years ago next year, that was based on our memories of the Holocaust, that was set out against the backdrop of the Cold War. The enemy of our enemies were our refugees. This is no longer the case. And we need to rebuild from the start the idea of both refugee protection and immigration. I'll just give you one number to show how distorted the debate is. The number of asylum seekers and refugees who will come to Europe this year are maybe 100,000, maybe 120, maybe 150,000. The number of immigrant visas that are given in one form or another by the European Union countries is going to be 2.4 million, right? So clearly, this idea that we're at risk has been promoted by the anti-immigrant parties with the support of a lot of disinformation, which is, I wanted to talk to the MPs, what can we do, question later on. And it has been magnified in the absence of a strong set of voices from mainstream politicians supporting the idea of refugee protection and refugee protection. But sorry, what Fabienne Keller has emphasized is also the fact that today, when you are doing a policy, when you are in the very process of policy making, the entire process is blocked because of the sensitivity of the issue of immigration and asylum seeking has in the discussion among policymakers. So it goes far beyond the so-called anti-immigrant bloc in the policymaking. It seems that the entire policymaking is blocked in turn by the new context of the debate about immigration.
I want to challenge that because I think we have now an example in Europe which I think needs to be really studied. So we have Germany, right? Everything that could have gone wrong in Germany went wrong. 1 million people coming in, helter skelter. A terrible New Year's Eve in 2016. Everyone said that there was going to be a massive wave of anti-refugee reaction. There was, but Germany handled it. It had the leadership to say, we can do it. It had the commitment to finance, to fund integration at scale, which it did. Even though there was an anti-immigrant party, the AfD, which had 90 deputies in the Bundestag, 2020 has come, and the majority of Germans think that they either took the right number of refugees in 2015, 2016, or they should have taken more. And the public discourse in Germany is more positive than perhaps anywhere else in Europe. So the country that was at the forefront of this crisis has emerged because of strong leadership. Leadership matters. It has emerged not in the place that all of us would have expected 5 years ago. Thank you very much. I turn back to the EU now, Fabienne Keller. Donc la réponse à votre question fournie par Grégory Magnatis, c'est de souligner l'importance du leadership politique, de la volonté politique de tenir certaines valeurs, certaines orientations sur des sujets comme l'accueil des migrants ou la gestion des frontières. Comment est-ce que cette question du leadership politique, finalement, vous l'entendez-vous dans le contexte actuel en Europe? Votre micro, Madame la députée. La question du leadership politique est bien sûr importante. Parce qu'avec la migration, il y a la question des modalités d'accueil, d'intégration, de scolarisation, de logement. C'est très, très important. Mais je voudrais quand même mettre un petit bémol à ce qu'a dit Grégory. La situation n'est quand même pas idéale en Allemagne. Elle est assez différenciée suivant les États. Les États de l'Est, à la frontière polonaise, voient l'AfD, donc le parti d'extrême droite, progresser très fortement. Ce n'est pas d'ailleurs l'endroit où il y a le plus de migrants, parce que ce n'est pas l'endroit où il y a ce sont des États où le taux de chômage est élevé, mais c'est des endroits où la peur fonctionne, la peur de l'étranger. Donc, l'AfD, c'était un parti presque impossible, à cause du passé nazi de l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est devenu un parti beaucoup plus puissant. Donc, tout n'est pas rose en Allemagne, mais il est vrai que d'une part, il y a du leadership, mais aussi que l'Allemagne s'est organisée pour accueillir les migrants. Moi, je vis à la frontière, je vis à Strasbourg. J'ai vu de l'autre côté les migrants d'abord être logés dans les anciens campements des militaires canadiens. Il y avait 4000 places, et puis un peu dans les gymnases. Puis on les a vus assez rapidement dans les mois suivants être logés, les enfants être accueillis à l'école, les églises s'impliquer dans l'inclusion de ces familles, dans le tissu social, les formations professionnelles, les prendre en compte. Et puis, parce que cette migration était composée pour une bonne partie de gens formés, il y avait beaucoup de Syriens et beaucoup de personnes formées. Voilà, le marché du travail allemand, on peut rappeler que c'est un marché du travail qui recherche les travailleurs et que c'est un pays à la démographie extrêmement faible, donc qui est en manque de personnes en âge de travailler. Et voilà, et donc ça s'est fait. Donc c'est multifacteur, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui se sont passées en Allemagne. Alors, à l'analyse de Grégory qui dit « mais le problème n'est pas si grand », c'est vrai factuellement pour les dernières années, mais le traumatisme, en quelque sorte, les images de la migration en 2015-2016 restent très présents. Alors, à la fois les images de masse, de personnes qu'on ne connaît pas bien, d'une part, mais aussi une image comme celle du petit Alan. Vous vous souvenez, ce petit garçon syrien échoué sur la plage, qui a révélé l'humanité de ces migrations. La migration,
c'est un sujet politique difficile parce que les gens ne le croisent pas. Hein. L'école, on a tous un avis, parce que l'école, on a tous voilà, des enfants qui y sont, des copains, etc. La migration, c'est quelque chose qu'on connaît à travers la télé, à travers des statistiques, à travers des articles. Ce n'est pas quelque chose que l'on touche. Et d'ailleurs, on constate que dès lors que voilà, des personnes sont relocalisées dans des communautés en nombre raisonnable, que l'accueil est organisé, donc ça se passe bien, parce que c'est l'humanité qui prend le dessus. Donc, moi, je forme le vœu que ce soit le pari qui est au cœur en fait, de la proposition de la Commission de la solidarité, c'est-à-dire de répartir très rapidement les personnes qui sont a priori, qui ont une forte probabilité d'être reconnues comme réfugiés, de les répartir très très vite, de ne pas attendre, ça ne sert à rien d'attendre. Pour les intégrer, pour leur apprendre la langue, pour permettre aux enfants d'être scolarisés, pour vivre décemment. Mais il y a aussi un autre volet dans le pacte tel qu'il est présenté, qui est ce dispositif à la frontière où les gens manifestement qui ont très peu de chance, quant à eux, seraient reconduits rapidement, mais là décemment aussi, en respectant toute l'humanité qui est la fierté de l'Union européenne. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut construire, mais sur un sujet que les gens ont du mal à appréhender concrètement, très souvent, y compris avec les gens qui ont le discours le plus dur. Quand on leur parle d'une personne qu'ils connaissent et qui est issue de l'immigration, ah ben, ils disent avec lui, j'ai aucun problème, hein, j'ai aucun problème, tout se passe bien, hein, dès lors qu'on retrouve le lien humain. Donc c'est ça qu'il faut arriver à reconstruire, mais cette instrumentalisation est un risque majeur pour nous très concrètement à l'occasion du débat sur ce pacte. Mais j'ai envie de dire quand même, il me semble, mais vous allez peut-être me corriger, qu'aux États-Unis par rapport à la Hongrie, il y a quand même une liberté de la presse et de l'expression qui reste une réalité, qui n'est plus le cas en Hongrie, et avec une vraie difficulté. Moi, députée française, je ne peux pas parler au peuple hongrois parce que je ne connais pas leur langue, et que tout passant désormais par des médias contrôlés, ça devient vraiment, il y a un contre-pouvoir là absolument majeur et essentiel. Et donc toute la question des fonds qui permettent aux gens qui portent une autre parole de diffuser leur avis est absolument stratégique. C'est en tout cas ce que me disent mes collègues hongroises qui sont opposantes évidemment au gouvernement actuel, qui sont très actives dans notre groupe et qui disent combien d'ailleurs elles-mêmes se sentent parfois menacées quand elles s'expriment librement. On va justement prolonger cette comparaison entre la Hongrie et les États-Unis avec une deuxième vidéo qu'on va projeter tout de suite et qui anticipe un petit peu le sujet que vous venez d'évoquer, Madame Keller. What this meant for our organization, basically it made our work more difficult, but not impossible. We had to really rethink the way we work and also dedicate quite a lot of resources to this thinking and to finding the most appropriate response to this series of legislation. We've also started to, while continuing the legal work in Hungary, but we also started to look even more than before at the international and the European human rights legal framework and how to take advantage of that. And also this meant introducing EU law arguments in a very strategic manner in Hungarian domestic procedure so that judges would be recognizing and identifying the breaches of European Union law and would also maybe make preliminary reference requests to the Court of Justice in Luxembourg. And so over time, particularly in the last year, we've seen a number of very important judgments coming out in Hungarian cases from the Court of Justice of the EU. And these are cases that touch on both issues that I've been talking about, both on asylum and also on the civil society space.
And it was very important to achieve these, I have to say, victories in landmark cases, not only for the Hungarian context, but also for colleagues who are working elsewhere in Europe, in Poland, who are also facing a lot of difficulties in carrying out human rights advocacy as civil society organizations. The state has tremendous resources to be able to move policies at will. And nonprofits have very few resources, very few people in order to be able to challenge them. So when you have a situation like the Trump administration that will take things from 0 to 100 in 2 months, it requires a tremendous amount of flexibility and agility. So nonprofits like ours cannot scale up. We can't, if they decide to deport 100,000 people, we can't create a situation where we have 50,000 lawyers to represent the 100,000 people. But what we can do in the nonprofit sector in the United States is that we begin to look at how we might be able to work together so that the capacity of each organization joined together creates more capacity than we might have already had. So for almost every case that we work on, we also work with at least 1 or 2 other NGOs and a law firm that has tremendous resources to be able to push back on these things. That's been a very successful model. Government funding and foundation support are still 2 very kind of big chunks of support. And both right now, particularly because of the COVID-19 pandemic, I think are, those funding sources are not as secure as they were before, right? So governments are dealing with budget shortfalls, and we have to think about what that means for how much funding there might be for immigrant services down the line. In the US, we're not dealing only with COVID-19, we're also dealing with a lot of racial tension and conflicts following the police murder of George Floyd and the police brutality and murder of other Black and Latinx individuals. So that's also a space where foundations, I think, want to think about investing resources. What does that mean for then funding for immigrant communities? I'm not saying that they have to be in conflict, but there is so much need for foundation support, and where do immigrants fit in that space? That's something that we'll have to see moving forward. There should be support, financial support from the European Union for this. And currently, as it looks, the dedicated financial instrument, the Rights and Values Fund, won't be very robust. So it's disappointing to see that at a time when democracy and human rights are so much under pressure in the European Union in most places, if not everywhere, the EU itself does not want to invest so much in this critical infrastructure. And without this, without a strong human rights and rule of law framework, none of the other issues that we have to tackle with, be it the economic crisis or the medical emergencies, the response cannot be effective. Bonjour à tout le monde, je suis Mathieu Tardy, je suis chercheur au Centre Migration et Citoyenneté. Je vais prendre la suite de Christophe pour cette deuxième partie de notre débat. Madame Keller, vous avez justement fait un peu la transition avec cette deuxième vidéo sur votre dernière intervention juste avant. On voit dans le cas hongrois et avec l'action du comité Helsinki de Hongrie à quel point finalement l'Union européenne, le droit européen, est un outil de protection contre ces mesures anti-immigrants et anti-ONG aussi, parce que c'est, comme vous le mentionnez, c'était aussi ça, la question qui se pose en Hongrie et la liberté de la presse et l'indépendance de la justice. Donc, le droit européen est vraiment un outil pour ces acteurs de terrain. Mais vous avez senti aussi peut-être cette déception de Marta Pardavi à la fin par rapport au financement européen.
donc y compris dans le cadre du futur budget de l'Union européenne, et les discussions sont toujours en cours, et ce débat aussi autour de la conditionnalité des fonds européens sur des questions de démocratie et de droits de l'homme, de manière beaucoup plus large finalement que la question migratoire. Alors, sur sa question très concrète, hein, chère Marta Pardavi, je ne sais pas si elle nous entend, mais voilà, je voudrais lui répondre très directement. Effectivement, il y a un fonds hein, qui est prévu pour soutenir les ONG qui se battent pour le droit, et elle est inquiète parce qu'il n'est pas très doté. Alors, il faut que je lui dise qu'on est en pleine négociation budgétaire, ça ne concerne pas plus ce fonds que d'autres fonds. La décision sur le plan de relance a eu un petit effet de choc en retour. C'est que le MFF, donc les projections sur les 7 années à venir, ont été plutôt rabotées. Hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur, pour l'instant, l'hypothèse minimale. Mais sachez qu'au Parlement européen, on se bat beaucoup, notamment pour ces lignes-là, qu'elles soient remontées, peut-être pas à hauteur de ce que le Parlement souhaitait, mais en tout cas qu'elles soient mieux dotées. Et franchement, le fait que pour la Hongrie et la Pologne, c'est une priorité absolue, est très partagé sur tous les bancs aujourd'hui, hein, sauf les gens de Fidesz, par exemple, hein, et leurs homologues polonais. Mais sinon, c'est très, très majoritairement porté au sein du Parlement. C'est une négociation qui est encore en cours. Ceci dit, on a comme je l'évoquais, on a un vrai sujet, quoi, hein, de donner des moyens aux ONG, mais aussi à la presse indépendante. Alors, il y a des pilot projects là, qui vont être décidés, ciblant notamment la Hongrie, qui ont été proposés par des collègues, c'est-à-dire des financements spécifiques pour tester un nouveau dispositif, voilà, pour pouvoir aider plus particulièrement la presse hongroise. Donc, tout ça, on va voir si ça se concrétise. Alors, moi, je suis ingénieure et j'ai besoin de choses assez carrées, donc je milite beaucoup pour une chose plus simple, mais plus dure aussi, mais plus efficace, je pense, enfin très efficace, qui est la question de la conditionnalité. Et donc, avec mon groupe, je porte une idée assez simple, qui est que les États qui ne respectent pas l'état de droit, c'est-à-dire ceux qui sont soumis à l'article 7, hein, pour lesquels on a ouvert une procédure, ne devraient plus bénéficier des mêmes mécanismes de financement. Et donc, pour tous les grands programmes européens, au lieu de passer par l'État concerné, on finance directement les ONG, les entreprises, les collectivités locales qui agissent. C'est d'ailleurs le dispositif qui existe pour les États dans la phase d'adhésion, c'est-à-dire c'est quelque chose que la Commission sait faire, hein, gérer directement ces programmes. Pourquoi on le fait en phase d'adhésion? Parce que le pays, l'État membre, enfin l'État en question, ne respecte pas encore tous les principes fondamentaux, et notamment hein, le fonctionnement des grandes institutions et des contre-pouvoirs, hein, donc indépendance de la justice, liberté de la presse tout particulièrement. Je pense que ce serait une décision très efficace qui éviterait de pénaliser les peuples. Hein, ils continueraient à bénéficier des grands programmes dans le domaine de la recherche, dans le domaine agricole, dans le domaine de l'éducation et bien d'autres encore, des programmes européens, mais on ne laisserait plus le levier parce que nos collègues nous expliquent que quand on évoque la conditionnalité, immédiatement M. Orban s'en sert vis-à-vis du peuple en disant « Regardez, on vous pénalise ». Il ne dit pas qu'on le pénalise lui, il dit « On vous pénalise vous ». L'Europe veut vous punir parce que vous avez fait un choix démocratique d'un gouvernement qui ne plaît pas à l'Union européenne. Donc sur la conditionnalité, c'est un combat en cours puisque au sommet du 23 juillet, le principe de la conditionnalité a été accepté par tous les États membres, y compris d'ailleurs Hongrie et Pologne, qui n'avaient pas le choix dans l'ensemble du paquet. Et maintenant, il faut qu'on le décline en mesures concrètes. Et je crois que là, il faut une mesure forte parce que sinon, en fait, l'Europe va être minée par ces États qui ne respectent pas ces principes élémentaires. Et je peux vous dire, par exemple, sur d'autres sujets, comme moi, je travaille sur les problèmes des informations criminelles, des contenus terroristes en ligne, on n'ose plus confier des missions de contrôle aux États parce qu'on pense à ce que la Hongrie ou la Pologne pourraient faire de manière détournée. Donc, en fait, ça paralyse les autres États membres. Donc, Martha, vous avez un combat qui est tout à fait formidable.
J'ai bien conscience qu'on n'est pas encore à la hauteur en termes de soutien, hein, mais c'est un sujet pour nous de mobilisation forte, sachez-le. Merci. Alors, Martha recevra la vidéo de la conférence et je transmettrai aussi ce message directement. Et peut-être pour rebondir sur ce que vous dites, je pense que vous touchez quelque chose de très important, c'est de comment éviter le piège de cette rhétorique anti-européenne, anti-bruxelloise, finalement de régimes, de gouvernements comme celui de Viktor Orban ou d'autres. Et donc, je pense que vous apportez un élément. Et peut-être dans les entretiens, ce qu'on n'a pas laissé dans les vidéos, parce qu'on avait plus de 3 heures de rush d'entretien avec les 3 intervenants, il y a un point sur lequel Martha est intervenue, justement sur cette question-là, y compris pour le comité Helsinki, qui utilise beaucoup le droit européen finalement contre les mesures gouvernementales, de comment éviter justement de tomber en fait dans ce piège anti-bruxellois. Et un point important, je pense qu'elle soulignait, c'est finalement comment la majorité des Hongrois, des Polonais sont pro-européens, parce qu'ils savent également les bénéfices qu'ils ont d'être membres de l'Union européenne. Il n'y a pas de tout débat sur la sortie de la Hongrie de l'Union européenne, comme il y a eu et comme il y a avec le Royaume-Uni. Mais la question, c'est comment parler de l'état de droit, des valeurs européennes, aux citoyens de ces pays, et puis je pense que ça concerne finalement l'ensemble des citoyens européens et pas uniquement ces deux pays. On peut très bien parler de la même chose en France aussi. C'est comment parler concrètement des valeurs européennes, de l'état de droit, des droits humains, la démocratie, et dire que l'Union européenne est une protection pour eux, et que ça soit bien compris et pas réutilisé par des gouvernements. Alors, c'est bien sûr très, très difficile parce que l'état de droit, l'indépendance, etc., de la justice, c'est des concepts assez théoriques, hein. Donc, il faut arriver, en fonction des publics, à l'illustrer. Sur la justice, souvent, c'est à partir de cas concrets, hein, de personnes poursuivies, alors qu'elles ne devraient pas l'être, elles devraient pouvoir se défendre. Pour la Pologne, et je suis très... je soutiens évidemment les femmes, tout particulièrement, et toutes les minorités, mais quand on voit les non-LGBTI zones ou le recul sur le droit de l'avortement, ça, voilà, et que l'Europe est clairement en soutien, des mouvements de femmes qui vont dans la rue, des mouvements des personnes qui soutiennent les LGBT, en disant « mais c'est pas possible, enfin, un endroit où une personne… » C'est ça la Convention européenne des droits de l'homme. Nul ne peut être discriminé en raison de sa couleur de peau, de son orientation sexuelle ou de ses convictions. Donc, il faut arriver à illustrer chaque fois pour remporter l'adhésion des peuples, parce que je crois qu'il faut le faire avec le peuple polonais, avec le peuple hongrois. C'est pour ça aussi que j'aime bien mon dispositif de conditionnalité, parce qu'il permettrait de travailler avec les villes. Et il est intéressant de voir que les maires de Varsovie, le maire de Budapest, sont en fait dans l'opposition au gouvernement. Donc, il faut les soutenir pour que ce pluralisme soit vivant et que ces mairies aient peut-être des avantages d'ailleurs, hein, des financements par exemple en direct, et qu'on les soutienne dans, je ne sais pas, la rénovation urbaine, le développement de leur ville, etc. Tout ce que les maires aiment bien faire, hein, le bien-être de la vie culturelle, la diversité culturelle qui est notre ciment européen pour montrer la vitalité européenne aux yeux des citoyens, que ça ne reste pas des concepts, mais quelque chose qui est vécu par chacun. Merci. Justement, on reviendra sur justement le rôle des villes, des collectivités territoriales dans la troisième vidéo. Mais avant, I'm going to turn to Gregory Maniatis on more or less the same issue, but you're working for one of the main philanthropic actor in the world today, and Open Society Foundation is very active on different issues, including immigration, but there's a lot today. And we are in this COVID situation or post-COVID situation with a lot of issues on social injustice, rights of women, LGBT,
IQ are being under attack in many countries in Europe and in the US. Plus, as mentioned in the videos, the issue of racial tension right now, particularly in the US. And so as a foundation, how you prioritize and how you choose between all these priorities, or how you connect all these priorities in your work and in your support for the nonprofit sector. Yeah, your mic is off. It's a great question. There's many things that Fabienne also said that I'd love to respond to, but I know we have limited time. I generally agree, but I just want to answer that question by maybe starting off with something that she was discussing, which is Viktor Orban, right? Why we allow, as the European Union, I'm Greek, why we allow someone who represents, in theory, just 2% of the population, who can only stay in power by distorting democracy in his country, by closing down media outlets that oppose him. Why we allow one man in a marginal situation like that to dictate the politics of the European Union is just staggering to me, right? He is using, just to answer your question, minorities of all kinds in order to divide his societies. If you're not Christian, you're not Hungarian. If you're not Hungarian, pure blood, you're not Hungarian. If you're an LGBT, you're not Hungarian, right? Like, this is the classic playbook of any authoritarian who seeks to divide a population. The European Union is founded on principle, right? And it should be defending the principle of the rule of law, which is established in order to protect minorities against powerful forces like the state and like against majorities. So I think the debilitating fact for the European Union over the past few years has been its inability to respond to what is happening in Hungary, and to a lesser extent what's happening in Poland. That's important as well, right? You can have points of view in a democracy that are anti-immigrant. That is fine, right? It is fine to have that debate. We're not trying to forestall debate, but you cannot allow institutions that are fundamental to democracy, like the media and like the courts, to be subverted. Once that happens, and once you accept that as the European Union, you no longer are the European Union that was founded to protect the rule of law. And so we are allowing the tail to wag the dog in Europe. That is the answer to your question in some respects, Mathieu, which is that we are looking as a foundation at all the ways in which governments are being taken over, governments of the people. And those tend to be by demonizing women in some cases, LGBTQ in other places, immigrants in other places, sometimes all of those groups, all of these minority communities. Women aren't minority, they're a majority in many places. But they are attacking all of the weaknesses of our societies in terms of fear and a sense of entitlement and a sense of privilege, and making it really difficult for all of those different groups that they're attacking to, on their own, be able to resist. So the answer is to be able to create coalitions and alliances across those groups and across mainstream, groups that are the vast majority. So workers, right? Workers constitute the vast majority of most countries. We see in Germany, for instance, the attempt by the AfD to really take over unions on many levels in order to be able to make the case that, in fact, it's not employers who are the problem. It's not capitalism in its most exploitative state that's the problem. It's actually immigrants who are the problem, which isn't the case. So how do you overcome that? By creating coalitions across those groups. Merci. Thank you. Maybe, peut-être Madame Keller, est-ce que vous voulez peut-être répondre à Grégory Magnotti? C'est peut-être pour ajouter aussi un petit point avant de passer à la troisième vidéo. C'est finalement, est-ce que et vous l'avez mentionné tout à l'heure, est-ce que le Covid change quelque chose? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que c'est
ces principes-là de démocratie, de droits de l'homme, sont peut-être mieux perçus par la plupart de la population européenne. C'est-à-dire qu'on sort de la question migratoire d'une question qui ne concerne que les migrants, mais que finalement, tous ces sujets sont aussi liés, y compris des questions de justice sociale en général et de respect de toute forme de minorité, de tout type de minorité, et y compris, comme Grégory l'a mentionné, les femmes qui sont souvent encore perçues comme une minorité. Est-ce que finalement, on n'est pas dans une situation qui évolue aujourd'hui depuis cette année 2020 ? Alors, le Covid nous a changé, a révélé des choses affreuses. Dans les trucs qu'on regarde dans ma commission, le nombre de vidéos pédoporno, de vidéos avec des enfants maltraités a doublé. La circulation a doublé pendant la période du confinement. Donc, il y a des choses horribles. Ce n'est pas notre sujet ce matin, mais il y a des choses affreuses. Et donc, on peut penser que les violences intrafamiliales aussi, enfin voilà. Mais dans les choses positives, ça nous a peut-être permis de changer le regard. C'était intéressant d'ailleurs. Vous savez, on a des populations de personnes marginalisées, de personnes en demande d'asile, mais tout le monde n'est pas logé, et de personnes déboutées, mais qui eux n'existent pas, donc qui ne sont pas logiques. Là, on a connu le logement inconditionnel. Without condition. Everybody should have some place to stay and to be fitted also and to be for the security of everybody. Tout le monde devait avoir une sécurité de logement. Quelle belle démarche! Et je vous le disais à cette occasion, donc on a ce débat avec des personnes, notamment au conseil d'administration de l'Office français. Pour une fois, on les a regardées comme des personnes qui vivaient sur un lieu de manière stable, plus comme des personnes qui traversaient quelque chose, une frontière ou une procédure administrative. Donc oui, ça a changé le regard sur les autres. Est-ce qu'on saura en tirer des choses positives? Ça nous appartient d'essayer de travailler positivement. Mais sur la thèse de Grégory, qui est que vraiment on se sert des groupes minoritaires pour les opposer les uns aux autres et pour utiliser ce substrat qui est une forme de peur de l'autre, que je ne connais pas, pour ne pas dire de racisme qu'on a probablement tous au fond de nous-mêmes très caché, je suis tout à fait d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les clés pour ouvrir à la diversité, à l'altérité qui fait la richesse. Et l'Europe, ce n'est que ça. Giscard disait que ce qui fait qu'on aime l'Europe, c'est parce qu'on va dans un autre pays d'Europe, on se sent à la fois chez soi et ailleurs. C'est ça l'autre. L'autre, c'est quelqu'un avec qui j'ai envie d'échanger, parce que si je l'ai rencontré, c'est que j'ai quelque chose de commun avec lui, mais il m'intéresse parce qu'il est différent, donc il va m'enrichir, il va m'ouvrir. Et cette altérité, dans un monde de peur, et c'est la peur que les populistes utilisent, je la cherche plus parce qu'elle m'inquiète. Ben non, l'altérité, c'est quelque chose de riche. Donc, voilà. Mais les populistes hongrois sont les plus dangereux parce qu'ils sont malins. Et Martha, il faudra que je parle avec elle, mais elle arrive à engager des procédures, mais ils sont même forts juridiquement, m'expliquent mes collègues hongroises, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire voter des textes dans leur propre parlement qui sont très protecteurs pour le gouvernement, puisqu'ils ont une majorité écrasante, qu'ils ont imposé du coup des seuils de majorité très élevés pour changer ces textes. Et elle m'explique que même si un gouvernement démocrate arrive au pouvoir, il aura beaucoup de mal à défaire ces textes, parce qu'il n'aura jamais ce niveau de majorité. Ils ont mis en quelque sorte des cliquets, des blocages dans les textes nationaux. Ils ont une rhétorique dès qu'on les attaque sur quelque chose. Ils ont des raisonnements qu'ils répètent de manière menaçante, parce que c'est une de leurs tactiques aussi. Donc, moi, je pense qu'il faut pouvoir dialoguer avec le peuple hongrois, parce que c'est des gens formés, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui sont des étudiants. Enfin, il y a toutes les populations. Faut qu'on puisse communiquer avec eux. Pour moi, c'est l'élément absolument fondamental. Il faut qu'on travaille avec le peuple hongrois. Je vais vous mettre en contact avec elle, une de ses collègues. Avec Martha. Justement. On va lancer la troisième et dernière vidéo pour avancer dans le débat
peut-être sur une note finalement peut-être plus positive pour l'avenir aussi. Merci beaucoup. But I focus on big cities, and a few things that these big cities have going for them is that they have a higher concentration and a better developed infrastructure of kind of immigrant serving organizations, particularly kind of what we call the long established gateways. So cities that have long been experiencing the arrival of immigrants, and immigrants have developed their own organizations, and these organizations have stayed around. So I'm thinking of cities like New York and Chicago and Boston and San Francisco. They fall in that kind of category. They have a lot of these organizations that help immigrant communities. These also tend to be more kind of politically progressive places, right? So there's lots of local government officials who self-identify as progressives, are sympathetic toward the plight of immigrants, and want to work with immigrant organizations to create new policies and programs. There's other places where these community organizations work with the city in trying to put up a defense against anti-immigrant policies that are coming most visibly from the federal government, but in some places also from states, right? Depending on what state you're talking about. Texas isn't all that great of a state for immigrant rights, neither is Georgia, you know, some of the southern states. But they will come together to figure out like local responses to those policies. So one area where we've seen this most recently is that community advocates have been advocating for more local funding for immigration and legal services. And cities, thinking like San Francisco and New York, have made available funding that is then contracted to these organizations to provide immigration legal services to at-risk immigrants and immigrants that are in deportation proceedings, for example. The mayor of Budapest, and also a good number of other larger municipalities changed, and they are now in the united opposition. This meant, I think, a lot of perspectives for civil society. One of the main challenges, I think, for Hungarian civil society organizations that want to promote democracy and human rights is how to actually have access to communities. If it's risky for a venue owner to rent you their space for an afternoon to have a public meeting discussing any human rights related topic, then it becomes impossible to engage with the public. And this has happened a lot. So now I think this has also meant for civil society that there is more space to engage with the public in very important municipalities. It also has meant that there is finally space to engage with public authorities, local authorities. And that can actually help individual communities and society ultimately, because then it can mean that services are becoming better. There's discussions focusing, for example, in Budapest on how to tackle the problem of homelessness, how to tackle all sorts of social inequalities, injustices, how to promote equal treatment policies. So this is where civil society can engage finally with some actors. And sadly, on these exactly the same issues, it's almost impossible to engage with the national government. So that did mean quite a lot of hope. This also means that that civil society, not necessarily the formal human rights organizations, but movements and informal mobilization really matters. And many of the opposition mayors were assisted by, civic initiatives. Where the immigrants and migrants and people who are undocumented are going to get protection from are from three areas.
One is from some state governments, if they're lucky to be in that state. Two, from city governments, if they're lucky to be in that city. And three, from the communities that have been forming and the social movements that have been forming around immigration. So just like the Black Lives Matter protests now are not relying on litigation on the city, on the state, or the federal level to say that police in racist ways, that there is an extermination of Black people that is happening and that they should be defunded. These are the people in the United States that are pushing and creating tremendous political pressure on federal, primarily state and local governments. I think that there is a real possibility that we will see that same outpouring with respect to migrants and immigration as we begin to move forward. We like in the United States, there are three branches of government. There's the executive, which is the president, the legislative branch, which is Congress, and the judiciary, which is the judges. But there's also a fourth branch of government, that's the people. And in this particular moment, in the context of COVID, in the context of the killing of George Floyd and Breonna Taylor, we're actually seeing the people flex their muscles in the way that they don't usually do in the United States. And that's a very important piece, and it will extend to much more than Black lives. It will also extend to people who are Native American, to people who are immigrant, to people who are gay, lesbian, queer, gender nonconforming. This is the fertile ground that I think we can look forward to over the next several years. Pour cette troisième et dernière partie, je reprends la main. Merci Mathieu. On a, Grégory l'avait évoqué dans la première partie finalement de la discussion, l'importance des villes comme conclusion ou comme perspective, comme piste, dès lors qu'on parle de l'impact du populisme comme mouvement politique organisé sur la citoyenneté et le fonctionnement démocratique des États. Et du coup, la question que j'aurais pour nos deux intervenants, c'est finalement, est-ce que cette discussion aboutit à penser que l'avenir de la démocratie au sens noble, vous disiez, Madame Keller, tout à l'heure, en parlant du politique, la démocratie libérale fondée sur l'inclusion, l'égalité de droits et les libertés fondamentales, est-ce que l'avenir de cette démocratie, finalement, elle est provisoirement ou peut-être plus durablement à penser en dehors des États, à un niveau qui serait celui des villes et des sociétés civiles qui contournerait finalement le glacis politique qui immobilise, qui handicape aujourd'hui le fonctionnement des gouvernements nationaux ou fédéraux. Ça voudrait dire une polarisation politique durable entre un progressisme qu'on retrouverait au niveau local et quelque chose à caractériser au niveau national pour pouvoir le contourner. Ça voudrait dire aussi devenir beaucoup plus pragmatique sur des dossiers comme celui des migrations, en passant par le niveau local où les problèmes se posent et donc doivent être réglés. Je pense à l'accueil, par exemple, des personnes réfugiées par les villes. Et enfin, des mouvements sociaux qui permettent, et c'est ce que le dernier intervenant dans la vidéo soulignait, qui permettent de retrouver le peuple comme source de pouvoir derrière le discours populiste qui, au nom du peuple, le fait disparaître du débat démocratique. Donc finalement, est-ce que l'avenir pour nous, à court terme ou moyen terme, va se jouer en dehors des États au niveau local? Madame Keller? Non, je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec le Liban. Les États organisent un certain nombre de missions à leur échelle. Il y a des États qui ont failli, qui ne respectent plus les principes auxquels nous sommes attachés. Ce n'est pas pour autant que l'État en tant que tel, dans tous les pays du monde, doit être remis en cause. Mais je voudrais vous donner un exemple. Les institutions européennes, quand nous légiférons, ce sont à la fois les représentants des gouvernements, des États, et le Parlement, élu directement par le peuple dans tous les États membres, directement à la proportionnelle. Les pères fondateurs ont bien construit cet équilibre, conscients qu'aucun des n'était parfait, mais que peut-être le dialogue entre les deux
permettrait de construire des compromis plus robustes, plus dans l'esprit européen, qui est de prendre en compte à la fois les populations et alors, le principal reproche au gouvernement, c'est pas forcément le populisme, pas pour tous, mais par exemple, ils ont des objectifs à plus court terme, mais qui sont respectables aussi. Et les parlements, eux, ont des convictions politiques qui viennent plus de l'engagement qu'ils ont pris auprès de leurs électeurs. Donc, je ne nierai pas je ne détruirai pas la force et l'intérêt d'un État organisé qui est quand même là pour assurer un certain nombre de protections d'une part, de fonctions régaliennes. Je pense à la justice par exemple. Je pense que c'est la bonne échelle pour l'organiser, pour assurer des compensations aussi entre territoires plus faibles ou plus forts. Mais c'est pas l'ancien maire que je suis qui va vous dire le contraire. Les villes, mais aussi les petites communes d'ailleurs, il n'y a pas que les grandes villes, sont des lieux de démocratie de proximité, sont des lieux plus ancrés sur la réalité que vivent les gens et pour un certain nombre de responsabilités, sont un lieu pertinent. Pour l'accueil des demandeurs d'asile, en général d'ailleurs, c'est à cette échelle-là que ça se passe, une échelle humaine, et souvent les villes ont des traditions d'accueil, pas toutes, mais beaucoup. Mais je ne restreindrai pas l'accueil des migrants aux grands territoires, parce qu'on voit des expériences, notamment dans des territoires où ils ont des baisses de population, qui, à cause de ce fait, sont très heureux d'accueillir les migrants, parce que les enfants des migrants permettent de tenir la classe ouverte. Voilà, tant mieux. Oui, ça maintient la vitalité du village. Si c'est une famille qui arrive assez jeune, voilà, ça fait une vie qui se renouvelle. Donc, je pense qu'il faut respecter les territoires dans leur diversité et plutôt se dire que c'est en construisant dans le dialogue, dans la prise en compte des territoires aussi, qu'on peut progresser. Et puis les villes, les grandes, qui ont une certaine puissance, peuvent dans certains cas contrebalancer un pouvoir autoritaire. On voit que ça marche bien à Budapest, mais franchement, je pense que l'Europe, on devrait plus l'aider. Alors, il y a un club de 4 qui s'est formé avec 2 autres grandes villes, je crois que c'était les capitales de République tchèque et slovaque respectivement, qui eux aussi ont des mouvements populistes assez puissants sur leur territoire. Donc je pense que l'Union européenne, moi je suis très active dans l'intergroupe Urban qui prône des politiques transversales, qui s'appuient plus sur les villes. Je pense qu'il y a une parole des villes et une intégration des politiques, on le voit, c'est évident, par exemple pour l'écologie, pour l'inclusion sociale, enfin c'est évidemment dans les villes que ça se passe, de manière forte. Les villes devraient avoir une place plus importante et forcer aussi les outils européens à être plus transversaux et moins thématiques en tuyau de poil. Donc ne jetons pas les États, mais donnons plus de poids aux villes et aux structures de terrain. Gregory, what is your view? Because you alluded to the role of cities in your initiative, International Migration Initiative. Yeah. And in the video, it seemed to us that the diagnosis was about the polarization with progressive political forces at the level of big cities, New York, San Francisco, Boston, etc., and the federal level, which is entirely blocked because of anti-immigration politics, etc. So, would your view converge with those of Fabian Keller saying we don't have to throw the baby with the bathwater, and there is some hope about national federal institutions, or on the short term, are cities really the future of democracy? So I agree that we can't dismiss and just reject national governments. I mean, that would be suicidal. I think it's important because I am making the case that the likes of Viktor Orban and Donald Trump are anti-democratic, anti-liberal authoritarians. I believe they are. But the reason why they have, or one reason why they have succeeded, is because they have managed to demonize the elites, people like us, and with some legitimacy. The ways in which elites manage to take over institutions and
whether those are governments or universities, and make strong cases around why that's legitimate and why they are, why it's all about meritocracy. All of that might be true, but the truth is that we have, as progressives, also lost touch with the way in which most people live. And that is, I think, separate from anything else, the main reason why we have to really reconnect with local governments and reconnect with community in a way that is humble, in a way that recognizes that most people don't live the way that certainly elites do, and many people don't live the way that we think people in urban settings do. We tend to think of city dwellers as accomplished university graduates, but that's not even the case for city dwellers, let alone for people who do not live in cities. So I think in the whole project of democracy, in the whole project of the rule of law and liberalism, we must go back to communities and really reconnect with what they're experiencing in the world today, separate and apart from refugees and immigration. So I just wanted to say that. When it comes to cities and their role when it comes to refugee protection and immigration, we are fully invested in that idea. We launched 2 years ago the Mayor's Migration Council. It is led by 10 mayors from around the world. Eric Garcetti and Los Angeles currently chair it. Mayor Sala of Milan is an anchor of ours in Europe, as is Marvin Rees in Bristol. We work very closely with Anne Hidalgo in Paris. We clearly see that mayors are rising in this debate. If you look right now in Europe, there's been incredible activity in several countries at the local level. So some 120 German mayors and Länder leaders have stated that they want more asylum seekers and refugees. I think in the Netherlands, it's 117 towns and municipalities representing the majority of the population of the Netherlands have risen up and said that they want to take refugees from Greece and elsewhere. And you have to just ask yourself, why is there this will at the local level, but at the national level and also at the EU level, we cannot say as clearly as they do what is at stake. I mean, today the European Commission came out with a very complex, complete set of proposals, one of which was the idea, which to me sounds completely off the hinges, of having Viktor Orban be responsible for returning failed asylum seekers. It's called return sponsorship. I mean, the ways in which the European Commission is distorting its principles in order to be able to please the authoritarians in Europe is such an embarrassment to European government in general, right? And so we ask ourselves, why are people reacting, and why is it there's this disconnect? It's because of things like that, right? I'm not an open borders person at all. I believe in systematic managed migration. I do not think it should be managed by the likes of Viktor Orban. And the idea that we would try to seek a compromise in Europe based on that is, I think, just a subversion of European principles. I just want to point out also that we had an experience which was really interesting during the pandemic. We decided to start funds to support undocumented workers in the United States. We did it in 30 cities, states, and counties. And we did it very intentionally together with mayors and governors. And it has been shocking how willing cities, states, and governments at the local level are to do this kind of thing and to speak out and say that undocumented immigrants are essential and they're part of our communities. And they change the narrative. I don't know the national level politicians, with the exception of a handful, who are willing to do that, but huge numbers of local leaders are. And I think that that's the greatest case for giving them space in the national conversation. I just, one final note. When you talk about institutions like the United Nations or the European Union, there is nothing that says that say, delegations that go to the United Nations have to be national government members. They should
be local leaders too. When you go to the United Nations, you should be coming with mayors. When you go to the European Union, you should be coming with mayors. There's nothing in the definition that says that you shouldn't. So it's our own mistake to think that there's anything that prohibits local leaders from being an equal part to this conversation at the national and the international and regional levels. Thanks. Merci, thank you, Gregory. On a plusieurs questions, je vais essayer de les regrouper très rapidement. Je sais que Fabienne Keller doit nous quitter impérativement à 18h. Les questions concernent d'abord l'exemplarité finalement de l'Union européenne dans la crise de 2015 et dans les politiques qui ont suivi pour l'accueil des migrants. Et du coup, la question est de savoir dans quelle mesure il y a une crédibilité pour l'Union européenne de réussir maintenant ce qu'elle n'a pas fait en 2015, ou la crédibilité de l'Union européenne alors même que les hotspots sont des endroits aveugles dès lors que sont concernées les règles des droits de l'homme ou des conventions de Genève chaque jour. La question du contrôle en Méditerranée et du sort qui est réservé sur la frontière sud de l'Europe. Comment, dans ces conditions, lutter contre la tendance populiste liée au discours anti-immigré et s'opposer finalement au discours porté par les groupes de Visegrad. Voilà une première série de questions. Madame Keller, vous voulez y répondre rapidement ? Oui, volontiers. Et par avance, je m'excuse de quitter le débat dans quelques minutes. Merci Grégory pour cet échange. Merci Alifrid d'avoir organisé. Toujours intéressant de frotter nos idées à des analyses, des actions concrètes comme celles que vous menez ou que mènent les personnes qui ont témoigné dans le film. Alors, c'est vrai que la gestion de la migration est une catastrophe sur ces dernières années, et ce constat est très largement partagé au sein de l'Union européenne. Ça ne va pas du tout. Le camp de Moria, on l'a évoqué, c'est la honte absolue de faire vivre des gens dans des conditions pareilles, au point de perdre tout dans un incendie. Mais voilà, on l'a connu en France à Calais. Enfin, c'est pas possible de laisser des êtres humains vivre dans des conditions d'hygiène, d'éducation puisqu'il y a des enfants, de relations, puisque c'est des lieux qui créent des tensions. Hein. Voilà. Mais la non-décision a fini par aboutir à ça. Il y a énormément de personnes qui rentrent sur le territoire, qui font une procédure d'asile, qui ne sont pas reconnues réfugiées, mais qui ne sont pas reconduites. Donc elles sont sur notre territoire sans droit. Ce sont les ombres de nos villes. On les croise. Moi je sais où ils sont à Strasbourg. On sait où ils sont à Paris. C'est horrible. Les enfants ont le droit à la scolarité, mais ce n'est pas toujours très régulier parce que les parents ont peur de se faire attraper. C'est horrible pour tout enfant a droit à l'éducation, ça c'est un principe absolument fondamental. Donc, la situation, c'est pas possible. On est sur une voie sans issue, alors même que le chiffre de migrants illégaux n'a jamais été aussi bas en Europe. Donc, il y a une prise de conscience qu'il faut essayer de trouver un autre dispositif. C'est le sens de la proposition qui est faite aujourd'hui par la Commission, qui va générer 1000 critiques. Mais moi, je suis plutôt favorable à ce qu'il y a des éléments intéressants. Il y a cette idée de solidarité entre États membres. On ne peut pas vivre dans un espace Schengen de libre circulation si on ne se met pas d'accord aux frontières, de ne pas laisser les pays qui se trouvent avoir une côte très longue, comme la Grèce par exemple, un poids complètement disproportionné par rapport à sa taille, ou le fait qu'il est proche des zones de conflit, hein, et donc exposé aux migrations orientales. Laisser l'Italie toute seule face aux migrations, au contraire, venues de Tunisie et de Libye, parce que voilà, ils ont des côtes et beaucoup de ports, c'est pas possible. Donc, il y a un principe fort qu'on avait été incapable d'appliquer jusqu'à présent, c'est la solidarité. Après, il y a des règles à appliquer aux frontières, ça c'est compliqué, tout en respectant les droits au recours, hein, qui sont un élément très important de la Convention
de Genève. Et de toute façon, voilà, toute personne à laquelle on impose une décision a un droit à recours avant que celle-ci soit exécutée. C'est un principe fondamental. Donc, c'est cet équilibre extrêmement difficile qu'il va nous falloir construire. Mais on vient de voir, il y a quand même des forces intéressantes. Les gens qui connaissent les demandeurs d'asile ou les réfugiés ou les sans-droit, hein, qui les côtoient humainement. Il y a une volonté quand même de gérer ça humainement dans le respect des droits de l'homme. Il y a la volonté de l'Europe d'être plutôt exemplaire dans le monde, dans cette approche de la migration, même de la migration légale d'ailleurs. On en a déjà beaucoup discuté. Ça ne peut pas être une migration qui consiste à demander les compétences qu'on n'a pas chez nous. Ça ne peut pas se limiter à ça. Ça suppose un équilibre avec le pays d'où viennent les personnes qui migrent légalement. Peut-être sous forme de formation, sous forme de partenariat, enfin, à construire. Donc, moi, j'ai l'espoir chevillé au corps. Je me suis engagée sur ce sujet de la migration parce que je pense que la situation c'est pas possible de continuer comme ça. Le compromis sera, voilà, ne satisfera complètement personne, mais c'est peut-être que ce sera un bon compromis. Et qu'en tout cas, c'est une réalité qu'il faut regarder, qu'il faut discuter, qu'il faut essayer de factualiser, qu'il faut essayer de donner des chiffres, des faits, et arrêter de parler de fantasmes et de jouer sur les peurs, parce que c'est ça aujourd'hui la réalité du débat sur la migration. Donc voilà, essayer d'apporter un peu d'apaisement, de réalité vécue, de témoignages et de croisement des regards pour essayer de construire une solution raisonnable. Voilà, merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité. Merci à vous et à très bientôt pour prolonger l'échange. Grégory, a question may be directly asked for you by one of the attending, the person attending the conference is, what scenarios is the OSF's International Migration Initiative managing for restrictive migration policies after the US election? It's a great question. Well, there's two basic scenarios, that there's a second Trump administration and there's a Biden administration. We are definitely focused on the idea that there could be a new administration. We think that a new administration is going to have a very hard time trying to reverse everything that that Trump has done. We think that there are certain aspects of the policies that can be reversed. For instance, Vice President Biden has already said that he's going to accept as many as 125,000 refugees in the next year. That's going to be up from currently 10,200 that have come into the country under Trump so far this year, and the year is almost over in terms of fiscal year, which ends in September. I think other policies are going to be really tough to reverse. The southern border is going to be the determinant of how far a new administration could go. If on January 20th, 21st, there is a surge of immigrants at the southern border and there isn't a plan to be able to deal with them both according to international law and humanely, but also in an orderly way, that will be very damaging to the ability of the new administration and the new Congress to move in a progressive way on immigration reform, which I think is the intent. So I think that we'll see a series of positive steps with respect to refugees, with respect to the Dreamers, with respect to the undocumented in the United States. I think, though, the big challenge of a new administration would be to reimagine the system, because it was the system that existed under Clinton and Bush and Obama that ultimately helped enable Trump to become president. So trying to just go back isn't going to work. So we have to really reimagine what the system should look like. And if Trump wins again, I think that it's going to be obviously a very difficult 4 years for everyone, and in particular for immigrants, but we'll get through it. Final question to you. Someone is suggesting that given the
the level of the challenges posed by populism in both Northern America and Europe, one solution would be to coordinate an international network of NGOs. I mean, would that international mobilization of non-governmental organizations would be one solution? Do you reckon? It depends on how you define NGOs. And let me just be clear about this. You know, one of the most important studies I've read is by More in Common, which has made it clear that progressive activists, progressive advocates are further removed from other parts of the population than any other two segments, including the far right from the right. It should remind us how important it is to build coalitions and to build movements. If an international network of NGOs includes faith groups, if it includes unions, if it includes sports clubs, yes, absolutely. If it is not broad and diverse, if it is instead just progressives talking to each other in an echo chamber, it will cause more harm than good. Thank you very much. Voilà, nous arrivons à la fin de la conférence. Je pense que je ne vais pas ajouter de conclusion à la conclusion que vient de faire Grégory. Je pense que le véritable enjeu, effectivement, posé par la tendance populiste du discours politique aujourd'hui dans les démocraties libérales occidentales est véritablement de redonner toute l'agentivité et la marge de manœuvre, la capacité de faire, d'agir qui existe pour les acteurs de la société civile, mais aussi pour faire en sorte qu'on ne soit pas dans un scénario qui fasse s'affronter un camp dit du progrès et un camp dit anti-immigré. Il y a beaucoup de travail à faire pour expliquer et faire le travail pédagogique dont Fabienne Keller indiquait qu'il était au cœur de son activité au Parlement européen, faire en sorte qu'on comprenne, au-delà des clichés, des idées reçues, qu'il s'agit au fond de l'avenir des droits fondamentaux et pas simplement du périmètre restreint de politique de migration ou d'accueil des migrants. Je vous remercie vraiment à tous d'avoir été présents jusqu'au bout pour cette conférence à nouveau en ligne. J'espère que la prochaine fois, nous aurons l'occasion de se voir en présentiel, tout en mélangeant les registres avec de nouvelles vidéos, avec des acteurs que nous inviterons à réfléchir avec nous, et aussi avec des intervenants venus de très loin. L'avantage finalement de Zoom est de pouvoir faire une conférence en même temps à Strasbourg et à New York et à Paris. Pour cela, Grégory, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour la conférence. Merci à tous et à une prochaine fois, j'espère.